Bonjour à tous. Je vais inviter ceux qui sont encore au jus d'orange, au croissant et au pain au chocolat à rejoindre. Je vais les inviter à rejoindre la salle et à s'asseoir dans le petit matin frais où on rêve tous de forêts paisibles comme le chantait Rameau. On va entamer aujourd'hui ici, où je suis heureuse de vous accueillir, la Fabrique de la Cité, et ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on travaille aux côtés de la Fabrique écologique pour aborder des sujets qui nous sont chers de part et d'autre. Du côté de la Fabrique de la Cité, cher parce qu'on s'intéresse à l'aménagement du territoire et à l'organisation des villes. Et puis évidemment, on sait qu'on ne sait pas réfléchir tout seul ces sujets, surtout quand ils demandent une grande expertise sur le côté nature et nature en ville. Et c'est un sujet qu'on aborde par plusieurs petits sous-sujets année après année, toujours en se rapprochant de la Fabrique écologique et toujours avec le souci de mettre en commun nos points de perspective et nos expertises. Je vais laisser dans une minute la parole à Maya qui va rappeler quelques jalons de réflexion sur ces sujets. Et juste auparavant, juste rappeler qu'il y a 3 jours, enfin juste avant ce grand week-end, Marc-André Sellos, ici, invité par le club Ville Aménagement, parlait de ces arbres à la con qu'on plante. Je le cite, pardon, je n'oserais pas, je cite Marc-André Sellos et sa verve bien connue. Ces arbres à la con qu'on plante en ville en pensant faire des forêts. Et donc, je trouvais que c'était une magnifique introduction pour cette matinée. Maya, à toi de dire 2 mots de notre point de perspective Fabrique de la Cité. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Maya Dehoff, je suis chargée d'études à la Fabrique de la Cité et j'ai le plaisir de donner quelques mots d'introduction pour notre conférence sur ce terme de forêt urbaine, un terme assez en vogue puisqu'il permet donc de décrire des aménagements où les arbres sont très nombreux et sont un alléchant élément de communication pour les porteurs de projets. Pourtant, l'idée peut sembler paradoxale puisqu'elle réunit 2 paysages a priori très différents. Donc d'un côté, cette forêt qui évoque peut-être le sauvage, le naturel indomptable avec la figure de cet arbre. Et puis de l'autre, la ville, le lieu de vie des humains sous maîtrise, où c'est plutôt l'immeuble qui incarne cette verticalité. Pourtant, sans aller jusqu'à la forêt, le végétal n'a jamais été totalement absent des villes. Et c'est ce que rappelle bien Antoine Pigon dans sa note Nature urbaine, où il montre qu'il émerge spontanément dans les interstices ou bien volontairement sous la main du jardinier. Le végétal est en ville depuis toujours. Ce qui change au cours de l'histoire, néanmoins, ce sont les formes qu'il prend, les fonctions qu'on lui attribue ou encore les attentes que nous projetons sur lui. Aujourd'hui, les arbres sont investis de nouvelles missions pour rendre nos villes plus habitables, donc rafraîchir, on l'a dit, absorber le CO2, infiltrer l'eau dans les sols ou encore contribuer au bien-être psychologique et à la santé des habitants. Mais ça reste une vision très anthropocentrée du vivant qui tend à oublier le caractère systémique de la biodiversité alors qu'on sait pourtant l'importance de diversifier les essences, de refonctionnaliser les sols aujourd'hui pour augmenter la résilience du végétal. Et c'est peut-être ce point-là qui donne son sens à l'ambition de reconstituer une forêt, une véritable forêt en ville. Néanmoins, ça pose quelques questions quant à nos attentes. Dans une interview qui nous a été donnée il y a peu de temps par la botaniste Véronique Mur, que je vous invite à aller consulter, elle posait 2 questions. Sommes-nous réellement prêts à vivre dans un paysage de forêt et est-ce qu'on n'idéaliserait pas un petit peu cet espace au détriment de sa réalité ? Et c'est vrai que dans nos imaginaires, qui est un des termes de notre sujet aujourd'hui, la forêt incarne la magie des nymphes, la spiritualité, la reconnexion un petit peu entre l'homme et le naturel. Mais son autre versant, c'est vraiment qu'elle suscite les peurs et elle abrite les dangers. Comme les loups, les sorcières. Mais sans aller forcément aussi loin dans le fantastique, la proximité avec les arbres peut être source de désagréments, que ce soit les racines ou encore le pollen allergisant des bouleaux ou les feux de forêt. Et en ce sens, faut-il vraiment ramener les forêts dans nos villes ? En tout cas, s'il est question de faire de la place en ville pour des espaces de nature, ça implique forcément
de faire des arbitrages et donc de doser. En ce sens, il faut peut-être s'assurer qu'on ne va pas sacraliser cet arbre ou bien cette forêt urbaine comme une solution fétiche pour faire face au changement climatique. Et c'est là l'intérêt d'en débattre aujourd'hui avec nos intervenants que je vais laisser Lucille Schmitt, présidente de la Fabrique écologique, vous présenter. Merci beaucoup, merci Maya, merci Céline. Que faut-il faire avec ce boîtier ? Ah oui, vous n'avez pas donné de slides, donc ça commence bien. Écoutez, ravie d'être là. Merci à Céline et Maya de cette introduction. Donc effectivement, je m'appelle Lucille Schmitt et je préside la Fabrique écologique. Et nous avons donc ce partenariat avec la Fabrique de la Cité sur un cycle qui s'appelle Vivant en ville. Nous avons déjà travaillé sur la question de l'animal, la cohabitation avec l'animal en ville. Nous avons travaillé sur les enjeux d'alimentation, du fait de rapprocher la ville de ses circuits d'alimentation et d'avoir aussi une alimentation plus saine. Donc je vais vous présenter nos 4 intervenants et puis on mènera ce débat sous forme de questions assez rapides et puis de réponses qui pourront être plus longues que les questions évidemment, et de façon à favoriser l'interactivité entre nous et ensuite avec vous. Donc je vais commencer par vous, Éric Goulouzel. Donc vous êtes paysagiste de formation, vous dirigez aujourd'hui le service des parcs et jardins dans le département des Hauts-de-Seine. Avant, vous avez travaillé dans le Val d'Oise, si je ne me trompe. En Île-de-France plus largement, d'accord. Et donc vous êtes un paysagiste qui s'est infiltré à l'ONF, et c'est intéressant d'avoir cette double vision de quelqu'un qui connaît bien la forêt, les arbres, et puis qui a aussi cette vision paysagère, ce qui nous semblait être un point important, comme l'a rappelé d'ailleurs Maya. Catherine Larère, donc je ne vais pas faire semblant de te vous voyer. Donc Catherine Larère, tu es philosophe. On a beaucoup travaillé ensemble avec Catherine sur notamment les questions de démocratie et d'écologie. Et Catherine a été une pionnière de l'éthique environnementale en France, et puis a beaucoup travaillé avec son mari, Raphaël Larère, sur la manière de penser la nature, d'agir avec elle. Ça nous semblait très important d'avoir ce point de vue philosophique, une enquête philosophique, comme disait le sous-titre de l'œuvre de Raphaël et Catherine. Vincent Piveteau. Donc Vincent, on s'est connu quand tu dirigeais l'école de paysage de Versailles-Marseille. Aujourd'hui, tu es au Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux. C'est assez compliqué à retenir, mais on y arrive. Tu as une formation d'ingénieur des eaux et forêts, des ponts, des eaux et des forêts aussi, puisque maintenant tout a été associé, les ponts, les eaux et les forêts. Et je ne sais pas si c'est bien. Et par ailleurs, une formation également de chercheur, une habilitation à diriger des recherches. Donc c'est ce double regard à la fois de praticien et d'enseignant qui nous semblait intéressant. Et puis je sais que tu as mené aussi plusieurs enquêtes justement dans le cadre administratif sur la forêt, notamment en Algérie, si je me souviens bien. Et enfin, Pauline Frileux. Pauline est ethnobotaniste, enseignante-chercheuse à l'école de paysage de Versailles-Marseille également. Et nous travaillons maintenant depuis plusieurs années ensemble sur un prix du roman d'écologie. Et puis tu peux aussi compléter si tu as d'autres choses à dire, bien sûr. Mais cette année, le prix du roman d'écologie, je tiens à le dire, a récompensé un ouvrage qui s'appelle Bûcheron, et qui est l'ouvrage d'un bifurqueur, ancien architecte, qui devient bûcheron dans la forêt familiale et qui consacre maintenant sa vie. Il a une double vie, il se consacre à la fois au bûcheronnage et à l'écriture. Et il a renoncé à l'architecture. Voilà, je vais commencer avec vous, Éric Goulouzel. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la façon dont, ça a été rappelé tout à l'heure par Maya, la forêt est maintenant au centre d'un débat public, voire d'un débat démocratique. Et ne pas avoir de forêt, ne pas avoir un arbre avec soi, c'est d'une certaine manière ne pas se sentir bien. Mais comment est-ce que ça peut être conjugué avec le fait de connaître la forêt ? Qu'en est-il par rapport à ce que vous savez de la forêt, à la définition de la forêt ? Est-ce qu'une forêt urbaine peut être une forêt ? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est une question fondamentale à un moment où les urbains nomment forêt une surface arborée d'une centaine de mètres carrés au milieu de la ville. Quels sont les
les fondamentaux qui permettent de désigner une forêt. Il y a sans doute plusieurs points de vue. Il y a plusieurs points de vue sur la forêt. Il y a le point de vue de l'écologue qui dirait sans doute que c'est une surface à dominante arborée suffisamment complexe pour que des interactions interspécifiques se produisent et créent ce qu'il appellerait sans doute un écosystème. Donc il y a la notion de surface, de complexité, de diversité, sans doute rattachée à la notion de forêt. Et puis, on peut aussi porter un regard non sachant. Il est compliqué, ce regard non sachant que vous évoquez, mais il est autorisé aussi, ce regard non sachant, et de plus en plus, puisque le désir de forêt, comme vous l'avez dit, ne cesse de croître, avec évidemment les confrontations que cela peut générer entre sachants et non sachants, entre gestionnaires de forêt et visiteurs de forêt. Mais néanmoins, il faut tenir compte de cette approche sensible aussi de la forêt. La forêt, qui peut se distinguer d'un bois, c'est un lieu où on ne perçoit pas les limites. C'est un lieu où, un peu comme le rapport à la mer, on craint d'y pénétrer, on craint de s'y aventurer, bien qu'on le désire fortement. On reste sur les franges, on reste sur la plage, on reste en lisière, on reste sur des chemins balisés. On la désire et on la craint. Voilà, je pense que la forêt, pour la distinguer d'un bois, d'un groupe d'arbres, se distingue par cette notion qui est finalement une notion d'imaginaire. Voilà. À la forêt est attachée une notion d'imaginaire. On n'a pas inventé les mythes, les contes attachés à la forêt. Ils ont bercé notre enfance et ceux des générations et celles des générations qui nous ont précédés. C'est pas nouveau. Donc cette approche sensible est fondamentale aussi. Et donc c'est presque aussi un sujet mystique, la forêt. Donc voilà, il y a évidemment cette vision du sachant, mais il y a cette vision aussi plus poétique et plus sensible qui est exprimée à travers sans doute ce grand désir de forêt en ce moment. Merci Eric. Vincent, est-ce que tu veux réagir, toi qui as cette formation aussi de forestier, qui peut peut-être nous dire des choses un peu plus... Qu'est-ce que c'est, par exemple, que cette diversité des espèces qu'il faut trouver? Qu'est-ce que c'est que cette absence de limite qu'évoquait Eric? En quoi est-ce qu'un bois diffère d'une forêt? Est-ce qu'une forêt urbaine peut être une forêt? Sur ces sujets-là, j'aurais peu de choses à rajouter par rapport à ce qu'a posé Eric, mais néanmoins dire que, comme tu le sous-entends, il y a quand même une continuité entre l'arbre et la forêt. Et en matière urbaine, ça a toujours été un des éléments tout à fait articulés. C'est vrai des pensées urbaines dans les cités-jardins, pour ne citer que Ebenezer Howard, et puis Henri Sellier, qui a été le propagateur en région Île-de-France et en France, non seulement de l'habitat social, mais du jeu des cités urbaines. Il y a toujours cette réflexion concomitante entre la ville qui doit être structurée autour d'un parc forestier, mais aussi l'arbre qui est la continuité de la forêt et qui établit les liens entre les quartiers, entre les lieux, entre les gens, entre l'espace public et l'espace privé, parce que l'arbre se retrouve aussi dans l'espace privé de la ville. Et donc, toute cette diversité explique sans doute l'interrogation qu'on pose depuis le début, qui est tout est forêt et tout n'est pas forêt. C'est-à-dire qu'une forêt comestible, c'est une forêt, alors qu'une forêt comestible, c'est un verger qui sert à s'alimenter avec plusieurs strates. Les micro-forêts de Miyawaki sont des forêts, alors que ce sont des objets écologiques singuliers. Et puis il y a les forêts linéaires. Et moi, j'ai été frappé de voir que sur le plan de Boston, par exemple, les arbres sont désignés comme forêts linéaires. On ne parle pas d'arbres en ville, on parle de forêts linéaires. Donc, voilà, c'est dire qu'il y a une grande diversité de situations, mais en même temps, il y a une grande continuité de l'arbre à la forêt.
Pauline, lorsqu'on a préparé cet échange, tu me disais, toi, que pour toi, il y avait justement une ligne de tension qui était assez forte entre ce qu'on pourrait appeler la production et la récréation. Et là, je viens d'entendre Vincent qui parle de forêt pour un verger, nous renvoyant donc à cette question de la production, mais différemment de ce qu'on avait évoqué, parce que là, on avait plus parlé de la production du bois, par exemple. Mais j'aimerais bien t'entendre là-dessus sur, au fond, est-ce que l'une des lignes de contradiction, c'est pas, puisque l'échange est entre imaginaire et réalité de la forêt, est-ce que la réalité, c'est pas la production dans la forêt? Est-ce que l'imaginaire, c'est la récréation? Et on pourrait d'ailleurs évoquer là-dessus Bûcheron de Mathias Bonneau, qui nous, lorsqu'on a fait ce prix du roman d'écologie cette année, on a réfléchi à est-ce qu'on peut récompenser quelqu'un qui nous dit qu'il bûcheronne dans un prix du roman d'écologie. Je pense que ça montre bien la ligne de tension qui peut exister. Effectivement, la forêt vue comme un espace de production et la forêt vue comme un espace récréatif, ça rejoint la définition posée par Éric Goulouzel entre d'un côté celle des sachants, alors les écologues et les forestiers, et puis celle de ces urbains, de ces visiteurs, de ces promeneurs. Et c'est aussi ce qui crée un grand écart de plus en plus important entre des promeneurs qui finalement ont une appétence pour la forêt, mais sans bien savoir ce qu'elle recouvre derrière, au-delà de tout l'imaginaire que cela peut convoquer. Et on voit de plus en plus d'initiatives qui cherchent à réduire en fait ce grand écart en essayant de rendre plus familière la forêt et ce que ça implique en termes de cycle de développement, de gestion aussi forestière pour ces urbains. Parce qu'on voit aujourd'hui, même l'ONF, Eric pourra probablement en parler par la suite, mais ce label de forêt d'exception qui a été créé par l'ONF, qui sont des forêts autour des grandes agglomérations, ces forêts d'exception sont des forêts dans lesquelles il n'y aura pas de coupe rase. Et la coupe rase est ce qui fait aussi aujourd'hui débat et génère une incompréhension par rapport à la gestion forestière qui ne relève bien, enfin, qui dans une gestion beaucoup plus fine, bien sûr, évite de passer par cette table rase. Mais ces coupes rases. Mais néanmoins, tout abattage d'arbres aujourd'hui chez l'urbain suscite une incompréhension et une levée de bouclier, alors qu'il y a des modes de gestion forestier qui impliquent non pas de l'abattage, mais ce qu'on appelle du recépage, qui consiste à couper au niveau du collet un arbre qui va ensuite repartir avec plusieurs brins. Donc ça donne ensuite des taillis. Donc c'est pas le même type de paysage, de physionomie forestière. Hein. C'est une forêt plus paysanne, mais c'est aussi une modalité de gestion qu'utilisent les paysagistes pour limiter la hauteur d'une forêt, pour réouvrir des vues. On parlait tout à l'heure de cette question de vivre en forêt, Véronique Mur, vivre en forêt, mais la forêt, elle peut être aussi façonnée par des paysagistes en lien avec des forestiers pour recréer des vues, c'est ce qu'ont fait des paysagistes comme Olivier Jacquemin, par exemple, sur la forêt de Brabois, qui est une forêt dans l'agglomération de Nancy. Donc c'est un ancien parc de chasse, un ancien parc dessiné avec une structure très classique qui a été complètement remis à zéro suite à la tempête de 1999 et qui s'est retrouvé... alors c'est un parc qui appartient à la ville et à l'agglomération aujourd'hui de Nancy et qui, dans un premier temps, a fait l'objet d'un projet de plantation sur un mode très, très urbain finalement, de plantation ornementale. Et faute de budget suffisant, il y a une régénération spontanée qui s'est développée et en 10 ans, qui a donné lieu à tout un potentiel qui restait ensuite à façonner. Et donc Olivier Jacquemin est intervenu aux côtés des services de la ville pour retrouver des vues sur la ville de Nancy, puisqu'on est sur une situation de plateau sur cette commune de Villers, hein, qui fait partie de l'agglomération nancéenne. Et donc c'est pour vous dire que dans cette manière de façonner la forêt pour la rendre aussi propre à la promenade, propre aux vues aussi, propre à la déambulation, ça implique également des gestions forestières qui passent
par le recépage, qui passe par la coupe d'arbres pour créer des layons, mais qui passe aussi par cette compréhension d'un mode de gestion qui permet de récolter également des arbres. Et la récolte de bois, c'est aussi la seule manière d'avoir un budget pour gérer une forêt. Donc on voit finalement que les deux, récolte de bois et façonnement en gestion paysagère, même du forêt, devraient être complètement liés, et on peut espérer que ce le soit davantage à l'avenir. Merci Pauline. Et le bûcheronnage, alors parler de bûcheron, ça serait intéressant en quelques mots. Alors, le bûcheronnage... Du livre Bûcheron. Oui, alors peut-être avant de revenir sur Bûcheron, Bûcheron, enfin, ce livre interroge effectivement aussi aujourd'hui comment les forestiers sont amenés, du fait du changement climatique, du fait de ces nouveaux insectes, les scolites qui ravagent les forêts, sont amenés à faire évoluer complètement leur manière de considérer une forêt, et notamment dans la diversification de ces pratiques forestières et dans le fait d'être plus dans l'observation. Et c'est ce que nous dit aussi beaucoup Mathias Bonneau. Il observe beaucoup sa forêt pour comprendre par l'observation son évolution, les régénérations spontanées qui s'observent, pour la conduire au mieux face au réchauffement climatique. Mais par rapport au bûcheronnage, ça m'amène aussi à cette notion d'affouage, donc qui était le fait de pouvoir récolter du bois dans une forêt communale, un droit de récolte qui était donné aux habitants, qui existe encore aujourd'hui, et l'ONF parle de l'affouage, de cette pratique qui reste quand même encore assez peu développée aujourd'hui, surtout quand on parle de forêt urbaine. Mais on voit par exemple des AMAP bois-bûches qui se développent sur le même principe que les AMAP de légumes, et qui consistent donc à s'alimenter, à se fournir en bois local, et en payant à l'avance et avec des tarifs qui sont dignes des bûcherons, parce qu'il y a aussi ce problème aujourd'hui du métier de bûcheronneur, de personnes qui sont payées à la tâche aujourd'hui et qui sont obligées de faire des journées de 10-12 heures pour pouvoir avoir un salaire décent. Donc ça invite aussi ce mode de fonctionnement à couper à outrance, alors que ces AMAP de bois-bûches, donc qui accompagnent ces bûcherons, et puis qui sont aussi une manière de se réapproprier ces savoir-faire forestiers de la part d'habitants non forestiers. Il ne s'agit pas de les faire devenir forestiers, mais il y a un compagnonnage entre des forestiers et ces riverains de forêt, puisqu'il y a une notion de proximité aussi dans le fait de se fournir dans ces amas bois-bûches, dans un rayon de 30 km autour des habitations. Et on pourrait tout à fait imaginer que des parcs urbains, je pourrais parler par la suite de parcs comme celui du Saussé, où Olivier Jacquemin suggère de développer des pratiques d'affouage, donc qui concerneraient aussi un public complètement urbain. Merci beaucoup. Catherine, il y a beaucoup de choses à dire, et notamment ce que j'entends, Vincent qui parle de forêt linéaire, quand il parle d'arbres, je trouve ça intéressant. Et il y a aussi beaucoup de choses autour de l'artifice et du sauvage ou de la nature férale. Au fond, chacun d'entre nous se pose la question de, oui, la forêt, c'est l'inconnu, c'est quelque chose qui va peut-être m'engloutir, mais enfin, c'est très souvent travaillé, c'est ça qu'on a compris. Donc je te passe la parole là-dessus. Ben oui, si j'essaie de tirer quelques éléments des trois interventions précédentes et même de l'introduction, excusez-moi, par la Fabrique de la Cité, on se place dans des oppositions, dans des dualités, des dualismes assez affirmés, qui tournent autour de grandes dualités. D'une part, celle du naturel et de l'artificiel, et où la forêt a été présentée comme l'extrême du naturel, puisqu'elle est spontanée et sauvage, et la ville a été présentée
il en était peu question d'ailleurs de la ville, mais on y reviendra, comme l'extrême de l'artificiel. Résultat, si on en reste là, hein, si on reste à l'idée que cette dualité, c'est vraiment une séparation entre des termes contradictoires, ben, la forêt urbaine, c'est soit ce qu'on appelle un oxymore, une contradiction dans les termes, soit quelque chose de mal compris. Et à ce moment-là, on retrouve la deuxième dualité qui a également marqué, qui est d'un côté, c'est ce que vous avez introduit, entre le regard savant, hein, et vous avez donné ce que pourrait être la définition écologique de la forêt, et puis le regard du désir, de l'imaginaire, du subjectif. Hein. Donc, si on en reste à ces oppositions-là, je vous dis, ou bien c'est un oxymore, c'est toujours gênant, normalement c'est impossible donc, ou bien on projette un désir sur quelque chose qui n'est pas possible. Alors, de la façon dont, effectivement, mon mari et moi avons toujours travaillé, quand on s'est mis à travailler sur ces questions de nature, d'environnement, de sauvage, de forêt, etc., on s'est immédiatement heurté à ces dualismes. Et si je dis, si on s'y est heurté, c'est qu'en fait, avec ce genre de dualisme, on a des repères, mais on ne va pas très loin. Et on ne se donne pas les moyens de regarder ce qu'il en est. Alors, je voudrais simplement, en complément de ce qui a été dit, et je n'en ferai pas la liste, parce que j'en ai entendu plein au fur et à mesure que je vous écoutais, j'en ferai certainement pas une liste exhaustive, donner un certain nombre d'éléments qui disent les oppositions, elles ne sont peut-être pas si radicales que ça, parce qu'on est rarement uniquement dans les extrêmes. Alors, vous me permettrez, je ne suis pas scientifique, hein, je suis philosophe, et mon mari était agro de formation, il a beaucoup travaillé sur la forêt, donc j'ai entendu des choses, disons, et je suis allé en lire. Il me semble que si on est dans la définition, disons, scientifique, il n'y a pas que la définition écologique, et que la définition des forestiers, telle qu'elle a pu être développée à l'école de Nancy, ce n'est pas exactement une définition écologique. En ce sens que ce n'est pas le même objectif, d'abord. Pour les forestiers, la forêt, elle est productive. Et donc, j'en viens à l'opposition qu'a fait Pauline entre gestion et récréation. Et bon, donc, de ce point de vue-là, suivant qu'on veut entretenir, avec l'idée que plus c'est sauvage, mieux c'est, on veut entretenir le sauvage, ou qu'on veut rendre la forêt productive, on ne va pas du tout avoir les mêmes pratiques et les mêmes façons de faire. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a, je ne sais plus, 3, 4, 5 ans, quand une bonne partie de la forêt landaise a brûlé dans un été caniculaire, il y a eu un certain nombre, on va parler de forêt landaise, et puis il y a eu un certain nombre d'articles pour dire, mais les Landes, ce n'est pas une forêt, hein, sont des pins qui ont été plantés de façon totalement artificielle pour en fait dessécher des marais. Donc il n'y a absolument rien de spontané, il n'y a rien de sauvage dans la forêt des Landes, qui est une forêt qui a été faite pour produire du bois. Hein. Et comme on disait, comme on dit sans doute toujours dans les Landes, qui était le pays de mon mari, c'est une forêt sans ombre. Hein. Et effectivement, si vous êtes promené dans la forêt landaise par un jour comme aujourd'hui, c'est pas le moment d'y aller en pleine chaleur. Hein. C'est pas un lieu, un havre de fraîcheur. Donc déjà, ça va pas de soi. Hein. L'unité du sauvage d'un côté et l'artifice de l'autre. Alors sur l'artifice, c'est vrai que la ville, c'est au contraire ce qui se met à distance de la forêt, qui
qui déforestent pas seulement pour faire des champs, mais pour bâtir des maisons, et qui se met à l'abri de tout ce que la forêt a de boue et puis d'eau, etc. Je rappellerai quand même deux choses. On va passer aux États-Unis après, mais on commence au Brésil, à São Paulo, qui est, je crois, la plus grande ville du Brésil, hein, donc qui est des dizaines de millions d'habitants, vraiment au cœur de la ville, hein, sur la Paulista, l'avenue principale qui traverse tout São Paulo. Vous avez un reste, alors ça n'est qu'un reste, mais vous avez un reste de la forêt primitive. Hein, donc des villes peuvent se bâtir sans complètement s'opposer à la forêt. Autre exemple, l'exemple, ce qui peut paraître l'exemple même de l'artifice, hein, de quelque chose qui n'est pas une forêt, qui est Central Park à New York. Donc il faudrait voir en quoi ça ne correspond pas à la définition, puisqu'il y a des écosystèmes, hein, assez spontanés à Central Park. Mais bon, on aurait tendance à dire, mais au fond, les Américains, ils ont deux idées. Ils ont l'idée de la wilderness, du sauvage, les grands parcs nationaux, Yosemite, Yellowstone, etc. Et puis, ils ont cette façon que la ville, c'est tellement artificiel que pour y faire de la nature, il faut remettre de l'artifice. Je rappellerai que l'architecte, celui qui a construit Central Park, pour bien dire le côté artificiel, hein, donc Frédéric Law Olmsted, était aussi le responsable de Yellowstone, et que donc c'est pas tellement opposé, hein. Donc ayant mis un peu tout à plat, on va essayer de redémarrer, peut-être, si on y arrive. Merci beaucoup, Catherine. J'avais envie, Éric Goulouzel, par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, de revenir sur cette question du savoir et, au fond, du fait que la forêt est sans doute notre bien commun. Et donc, j'évoquais tout à l'heure le fait que maintenant, la forêt était devenue un objet de désir largement partagé. Certains d'entre vous ont dû aller sur le site, je pense, de Boom Forest, où on évoque le fait de créer, donc on s'inscrit dans cette association Boom Forest, et puis on peut participer aux activités, et cette association qui existe depuis 2018 en France, donc selon la méthode Miyawaki, donc vous explique, le site explique les choses comme si on pouvait créer, ça m'a fait penser un peu à Astérix et au domaine des dieux, d'un coup une forêt apparaît parce qu'on a trouvé la terre, on plante densément, les choses se font en 3-5 ans. J'avais envie de vous entendre là-dessus, et notamment sur la façon dont la forêt peut être vraiment un objet démocratique et presque un objet de désir de court terme. Introduisons la temporalité, ça me semble important. Oui, évidemment, ça c'est important parce que le cycle d'une forêt est sans doute bien supérieur aux variations des désirs humains porté sur la nature. Et l'homme a toujours porté un désir sur la nature, qu'il s'en est éloigné, qu'il s'en est rapproché, qu'il ait voulu la maîtriser. Les jardins, par ailleurs, sont l'expression de ce désir de la nature. Depuis le jardin à la française, qui considérait la nature comme sans doute hostile, a voulu la maîtriser dans une forme la plus aboutie de la maîtrise, jusqu'à aujourd'hui, où finalement, parler de forêt raconte le désir de la société d'aujourd'hui dans son rapport à la nature, c'est-à-dire un désir du sauvage. C'est le contraire de la maîtrise. C'est ça qui est sans doute à l'œuvre, et c'est ça qui crée sans doute les maladresses des dénominations. Évidemment, on peut critiquer, je l'ai fait moi-même en introduction, le fait de nommer forêt une surface arborée de 100 mètres carrés. Mais derrière la critique, il faut
il faut sans doute écouter ce que cela signifie. Voilà, de détourner ce mot forêt appliqué à des formes qui ne sont pas des forêts. Ça raconte un désir dont on a parlé. Et un désir aujourd'hui sans doute mal exprimé, mais un désir de sauvage. Et la forêt en France, elle n'est pas sauvage. Très majoritairement. Alors après les déprises agricoles, il existe ce que Gilles Clément appelle le tiers paysage, c'est-à-dire des dynamiques naturelles qui conduisent forcément sous nos climats à la forêt, sauf zones montagneuses très hautes et littorales, mais le climax aujourd'hui sous nos climats, c'est la forêt, et donc il existe quelques surfaces forestières sans doute à l'abandon et donc naturelles. Mais la majorité des surfaces forestières aujourd'hui ne sont pas naturelles, et pourtant on les qualifie de forêt. Donc, vous pourriez nous parler un petit peu justement de ce que vous, dans le département des Hauts-de-Seine, justement de peut-être des contrastes qui peuvent exister. J'allais justement rebondir sur les propos de Catherine Larère qui disait, pardon, j'ai noté la phrase, on projette un désir sur sans doute ce qui n'est pas possible. Les désirs exprimés de forêt aujourd'hui créent des tensions. Le désir est une tension. Et par ailleurs créent des tensions entre les différents désirs qui se portent sur cette forêt. Il y a une particularité en France, avant de parler du département des Hauts-de-Seine, je vais quand même parler de mon passage à l'Office national des forêts, pour raconter quand même que, je ne sais pas si c'est connu de l'assistance, mais qu'il existe un modèle parfaitement français de gestion forestière. Je parle de gestion forestière publique, donc de l'État et des collectivités gérées par l'Office national des forêts aussi, qui consiste à être comme réponse à ces tensions et à ces différents désirs, à être dans le compromis. La réponse de la gestion que l'ONF fait à ces tensions, à ces désirs parfois contradictoires, c'est ce qu'on appelle, pardon de ce jargon, mais la gestion multifonctionnelle, c'est-à-dire la notion de compromis où on essaie de satisfaire l'ensemble des désirs. Évidemment, le désir de la filière bois qui veut qu'on coupe du bois, le désir des naturalistes qui veulent qu'on protège les écosystèmes et les espèces qui y vivent, et le désir du visiteur qui voudrait, je caricature évidemment un peu, qui voudrait qu'on ne coupe plus de bois pour garantir le paysage de la promenade ou le paysage que l'on a devant soi. Ces désirs-là sont parfois contradictoires, ils sont parfois même contradictoires au sein d'un même cerveau. Le désir du visiteur qui ne veut pas couper d'arbres, c'est le même désir de construire une maison en bois. Bon. Il faut gérer toutes ces contradictions. L'ONF, donc la France, a répondu par cette multifonctionnalité, c'est-à-dire que sur chaque mètre carré de surface forestière publique française, de collectivité ou de l'État, l'ONF pratique une gestion où il essaie de tenir un objectif de production, un objectif de protection des espèces et un objectif d'accueil des visiteurs. Et le problème du compromis, c'est que ça ne satisfait jamais personne. Voilà. La filière bois considère en France, la filière bois considère que l'ONF ne coupe pas assez de bois, les écologistes considèrent qu'on protège pas assez d'espèces et le promeneur considère qu'on coupe encore trop d'arbres. Voilà. Donc, le problème de ce compromis, c'est qu'il ne satisfait personne. Les anglo-saxons que vous évoquiez ont, eux, une autre réponse. C'est celui de la monofonctionnalité. C'est-à-dire qu'ils dédient des surfaces, des centaines, des milliers d'hectares à de la production avec un seul objectif. Vous pouvez, en Nouvelle-Zélande, couper 300 hectares à blanc de Pinus radiata, californien, sans aucune difficulté, quand juste à côté vous ne pouvez pas couper une fleur dans une réserve. Bon, voilà. Et cette solution de compromis, de non-compromis, c'est-à-dire de monofonctionnalité, elle satisfait sans doute chaque désir, mais on voit bien aussi les limites actuelles de ce modèle-là, qui est
très critiqués maintenant dans les pays anglo-saxons, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande, les grands producteurs de bois, parce que couper 300 hectares à blanc de Pinus radiata aujourd'hui en Nouvelle-Zélande commence à ne plus être accepté par la société, parce que c'est une coupe d'arbre, parce que c'est des coupes à blanc, c'est une modification du paysage. Voilà, donc on est dans cette notion de compromis. Pardon, ma réponse est un peu longue pour arriver au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Il ne s'agit plus de forêt, on parle de parc, le parc de Sceaux, le parc de la vallée aux loups à Châteaubriand, le parc André Malraux à Nanterre. Ces parcs-là, dont la fréquentation a augmenté de 30% après le Covid, eh bien, là aussi, on est confronté à nous-mêmes, gestionnaires de ces parcs, dont certains sont des parcs historiques. Je parlais de Jardin à la Française, le parc de Sceaux a été conçu par le nôtre. Eh bien, nous sommes confrontés aussi à trouver cette ligne de crête entre notre mission fondamentale, qui est une mission de conservation d'un patrimoine. Les jardins sont des objets de culture, donc c'est du patrimoine qui raconte aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, l'évolution du désir de nature au fur et à mesure de l'évolution de la société depuis plusieurs siècles, depuis le plus ancien parc étant du XVIIe siècle. Eh bien, nous avons cette mission de conserver un jardin à la française et en même temps d'y introduire évidemment le désir, c'est plus que le désir, l'obligation que nous avons de maintenir la plus grande diversité biologique dans nos espaces. Eh bien, parfois, évidemment, ça crée ces moments de grande discussion entre nous, gestionnaires, pour savoir à quels endroits on fait ce compromis de conservation et d'introduction ou de valorisation de la biologie et du vivant. On ne va pas ensauvager les broderies de buis du château de Sceaux, mais on s'autorise dans certains espaces moins patrimoniaux notamment à créer des zones dites naturelles protégées, c'est-à-dire sans aucune intervention humaine, dans le même parc. Merci beaucoup. Vincent, je voulais te faire réagir par rapport à cette question du compromis. Parce que le compromis, on le comprend bien de manière générale, mais il se trouve qu'on est sur fond de disparition de la biodiversité, de réchauffement climatique. Ça a été rappelé par Pauline, de dépérissement de la forêt, d'affaiblissement, etc. Donc est-ce que le compromis vaut encore? Et est-ce qu'il n'y a pas de nécessité sans doute à rester sur je sais pas, est-ce qu'il faut rester sur une approche multifonctionnelle et en tout cas, si elle est multifonctionnelle, ne doit-elle pas être transformée pour tenir compte d'un contexte qui est profondément nouveau et dans lequel la relation à la nature est à la fois davantage désirée, la nature affaiblie et attaquée aussi par certaines forces économiques plus puissamment? Oui, moi j'ai l'impression que le compromis le plus difficile à trouver, c'est le compromis sur l'espace. Parce que si on a parlé de micro-forêt, c'est à la fois parce qu'il y a quelque chose un peu de mythique derrière la notion de forêt associée à ces petits espaces, mais c'est tout simplement parce qu'en ville, on n'a pas de place. On a dit dans la présentation de Maya tout à l'heure que l'arbre et la forêt avaient toujours existé en ville. Oui, certes, mais à la ville médiévale, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a sur les places des marchés. Et puis à la ville classique, on commence à avoir des mailles arborées et puis des parcs pour la noblesse, mais ça reste extrêmement ténu. Et finalement, par quel biais les arbres et la forêt sont revenus en ville au XIXe siècle? C'est Brognard, c'est le cimetière du Père-Lachaise, hein, c'est Mount Auburn à Boston, c'est par les cimetières. Le Mount Auburn, c'est 30 hectares avec 6000 variétés, 6000 plants différents, plusieurs centaines de variétés d'arbres différents. C'est un véritable arboretum. Et donc, c'est dans la construction de quelque chose d'autre. Donc, on ferme le cimetière des Saints-Innocents à Paris et on crée le cimetière de l'Est parisien, le cimetière du Père-Lachaise, en changeant le rapport à la mort, en changeant, et donc dans ce rapport à l'éternité, on
on remet de l'arbre. Voilà. Et l'arbre, c'est dans ce lieu qui n'a pas vocation à être détruit, on y associe un élément qui est un peu intemporel, qui nous dépasse et qui va. Alors il y a les ifs qui existaient déjà dans les clos des églises, mais là c'est vraiment quelque chose de. Et donc ce sujet de la place, il est essentiel. Le premier compromis, c'est la place. Quand Cécile Kornjendijk, je prononce mal, c'est un néerlandais, crée qui est un spécialiste de la forêt urbaine, dit la meilleure règle qu'il faut, c'est les 3-30-300. Vous savez, il faut voir 3 arbres depuis sa fenêtre, il faut qu'il y ait 30% de couverts de forestiers dans votre quartier, et il faut que vous ayez un parc urbain à moins de 300 mètres. Bon, très bien, mais comment on fait ? Aujourd'hui, il y a un certain nombre de villes qui, dans les chartes de l'arbre, ont mis en place, ont affirmé ce principe. C'est le cas à Nice, c'est le cas à Nantes, sauf que c'est pour constater qu'on est très très loin du compte. Donc c'est pour ça que le sujet de compromis, il est là, et donc il y a forcément une compromission nécessaire par rapport à la définition de la forêt. Et c'est tout ce qu'on va essayer justement de construire autour des forêts linéaires, me semble-t-il. C'est ce qui est en germe à Nantes, sur le nord de Nantes, avec Codex, qui essaye de réutiliser la maille bocagère subclaquante, hein, sur laquelle la ville s'est étendue pour reconstruire finalement une forêt linéaire. C'est le cas à Lille, où bien sûr il y a eu depuis très longtemps une volonté à l'échelle de la métropole de faire, et dans le cadre du schéma de cohérence écologique, de faire une vaste politique de trame verte et bleue. Marie-Christine Blandin, un temps, avait lancé un plan pour créer des forêts, mais qui s'est heurté à la réalité que personne n'a la place, personne ne veut prendre le risque. Et puis il y a la question de la temporalité. Personne ne veut faire une forêt. Et donc il y a ces stratégies de contournement qui passent par les délaissés. Et donc c'est le renversement en quelque sorte, c'est-à-dire de laisser s'exprimer ces lieux, de délaisser ce tiers paysage de Gilles Clément finalement, et de s'appuyer sur ces espaces-là pour recréer à la fois du lien, des itinéraires, mais aussi pour accompagner, pour se réimplanter dans ces lieux-là. Donc moi, c'est là que je vois le jeu du compromis le plus important. Merci. Pauline, lorsqu'on a discuté là pour préparer, on a évoqué justement cette question de l'espace, ou cette question aussi peut-être de la séparation. C'est-à-dire, je me rappelle que dans le cadre du prix du roman d'écologie, il y a eu un roman qui s'appelait « Dans la réserve », qui au fond nous disait, pour reconstituer la forêt ou la nature, ce qui est important, c'est de la séparer des hommes. Et sur cette question de l'espace, sur cette question des grands projets, peut-être qu'on pourrait mener, des forêts d'envergure, qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, pour rebondir sur cette question d'espace et aussi de temps que tu évoquais tout à l'heure, il y a quand même 2 projets assez emblématiques en Île-de-France. L'un qui a émergé il y a 50 ans, donc on est quand même sur du assez court terme, dans la tête de paysagistes tels que Pierre d'Auvergne, qui a souhaité imaginer poser un programme à l'attention d'un nouveau parc, donc je pense au parc du Saussay. Et il a eu cette idée que sur 220 hectares agricoles à l'époque, au nord de Paris, à cheval sur les communes de Villepinte, et il a imaginé donc planter sur 2 tiers de ces 220 hectares agricoles une forêt. Et donc ça, c'était l'élément force du programme dont s'est emparée l'équipe formée par Michel et Claire Corajou, ainsi que Jacques Coulon, qui ont été lauréats de cet appel à projet, pour envisager un parc forestier sur ces 220 hectares. Et là, on peut vraiment parler de forêt urbaine. Donc on arrive peut-être à réconcilier ces 2 choses. Et initialement, donc, la maîtrise d'ouvrage avait envisagé des plantations échelonnées en 7 étapes. Et les paysagistes, maîtres d'œuvre, ont
considérer en fait l'importance de planter au plus vite pour préserver ces terres de l'urbanisation justement. Et à l'inverse donc de ce mouvement où les villes défrichaient pour s'installer et faisaient reculer la forêt, ici on a créé une forêt urbaine aux portes de Paris pour rééquilibrer les espaces verts de la ceinture verte. On parlait à l'époque de croissant vert autour de Paris. Et donc ces 120 000 plants, et là c'est bien que ce soit un paysagiste, des paysagistes qui aient conçu ce parc, ils se sont appuyés sur des pratiques forestières, donc ce sont des jeunes plants forestiers qui ont été plantés avec une dimension assez aléatoire dans leur plan de plantation. Et tout a été planté en une seule année, donc 120 000 plants, et non pas échelonnés sur plusieurs années. Et cette manière d'installer la forêt au plus vite avec des jeunes plants, c'était une manière de préserver cet espace libre de l'urbanisation et espace libre nécessaire aussi pour le commun, la promenade bien sûr. Donc là, c'était quand même un objectif de parc, donc de promenade, de récréation. Et aujourd'hui, le parc du Saussay, c'est un espace... Donc dans un premier temps, il y a une gestion assez horticole qui a empêché peut-être que s'installe un écosystème riche. Mais au début des années 2000, il y a eu une conversion de la gestion. Et donc, alors que les sous-bois avaient tendance à être fauchés pour une dimension sécuritaire aussi, on retrouve cette question de la forêt aussi qui gérait des questions de sécurité aux portes de la ville. Et finalement, donc, c'est une vraie gestion forestière qui s'est installée en laissant s'épaissir ce couvert forestier. Et donc, le parc du Saussay, c'est pas que de la forêt, hein, c'est 2 tiers forestiers, on va dire, et 1 tiers de grands espaces ouverts, de grandes pelouses qui accueillent, elles, le plus gros du public. Donc, cette part forestière du parc du Saussay est assez peu fréquentée, donc ça peut être assez... Certains paysagistes peuvent voir ça, je pense à Denis Delbar par exemple, qui dans Ban Public, cette revue de critique du projet de paysage, s'interroge sur le peu de personnes qui fréquentent cette partie forestière du parc du Saussay, mais finalement qui met en avant le pari réussi de préserver ces espaces libres aux portes de la ville. Et plus récemment, donc, on a la forêt de Maubuisson qui, elle, les premières plantations ont commencé en 2019 sur la plaine de Pierrelet, polluée aux métaux lourds. Et donc là, c'est sur donc cette plaine polluée, donc plaine maraîchère, sur 2000 hectares qui étaient cultivés. Il y a aujourd'hui 600 hectares qui sont en projet forestier, dont 300 qui actuellement sont plantés. Et donc on voit que là, la forêt, sur cette plaine de Pierrelet, forêt donc baptisée Maubuisson, qui montre aussi que la forêt, donc c'est un toponyme hein, qui montre que la forêt a existé sur ces terres qui ont ensuite été cultivées. Eh bien, la forêt, c'est une manière aussi de changer le regard sur ces terres polluées par les boues d'épandage de la ville de Paris qui ont été épandus pour fertiliser ces champs pendant plusieurs dizaines d'années. Donc on voit là, sur des courts termes et sur des espaces quand même qui restent proches d'une agglomération comme Paris et qui sont dans l'agglomération, on a encore sur des courts termes et sur des surfaces qui permettent de convoquer cet imaginaire de la forêt, on a de nouvelles forêts qui s'établissent. Catherine, pour terminer ces premiers échanges, j'avais envie de te poser cette question Alors, on voit bien que la forêt, c'est la question de la biodiversité, les enjeux de complexité. Et quand on travaille sur les questions écologiques, on a vraiment le sentiment que c'est plus compliqué de défendre ces enjeux de biodiversité que ces enjeux climatiques, notamment peut-être parce qu'il n'y a pas un indicateur phare, comme on dit, il n'y a pas la décarbonation, et on voit bien qu'il y a une interaction, on la ressent là fortement entre ces dérèglements. Comment est-ce qu'on peut introduire ces enjeux de complexité en lien avec la préoccupation démocratique ? Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai lu les trucs sur les forêts
Miyawaki, je me suis dit, mais tout ça est quand même d'une... Enfin, c'est comme s'il y avait un kit là, pour faire sa forêt, et je me suis dit, mais là, ça va pas, quoi. Même si j'aspire à ce que la forêt soit un enjeu démocratique, donne-nous ce qui ne soit pas une recette, en fait. Alors, sur l'enjeu démocratique, effectivement, on a fait des parcs urbains pour les privilégiés, hein, l'aristocratie, la bourgeoisie. Alors, je voudrais évoquer ce qui a été réalisé. Le projet du parc de la Courneuve, hein, qui est au nord de Paris, qui est au nord-est, excusez-moi, qui est au nord-est de Paris, et donc dans les banlieues pauvres de Paris, et qui a été explicitement, alors le social et le démocratique, c'est pas la même chose, mais on peut commencer par là, qui a été explicitement un projet pour que les classes populaires aient aussi leur bois de Boulogne ou leur bois de Vincennes, hein. Et donc, alors c'est quand même une histoire assez extraordinaire dans le genre, bon, puisqu'on est dans les oxymores et dans une façon d'essayer de surmonter des oppositions des dualismes qui nous bloquent au lieu de nous aider d'avancer, puisque ce parc qui a été construit dans les années 60 a été complètement construit, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, et il n'y avait pas assez de terre, hein, et les remblais qui ont permis de faire ce parc, ça a été les remblais des chantiers de construction à ce moment-là, qui étaient la Défense et le Forum. Et donc, il y a eu pendant des années, alors je n'ai pas une tête à chiffres, je ne vais pas vous sortir les chiffres, ils sont impressionnants, du genre un camion toutes les 5 minutes qui apportait des tonnes de remblais. Là-dessus, on a construit un parc avec un relief, hein, des vallées et puis des petites collines. Et vous parliez de tradition française, du compromis sur toutes les formes, hein. Il y a eu à la fois un architecte paysager d'école européenne et d'école orientale, hein, pour deux. Et donc, on a fait un parc pour que les mères puissent promener leurs enfants, pour que les jeunes puissent venir jouer. Et puis là-dessus, bon, il y a eu d'autres, je vais vite parce que l'histoire pourrait être longue, on saute une bonne dizaine d'années, et il se trouve qu'un projet de bretelles d'autoroute aurait coupé le parc. Un endroit qui n'était pas encore aménagé, mais qui devait être aménagé. Et donc, mobilisation et biodiversité, hein. On découvre que ces endroits du parc étaient un lieu où une espèce protégée, les crapauds calamites, se précipitaient. Et donc, grâce à ça, on arrête le projet de... Le projet de construction d'une bretelle d'autoroute, et donc c'est classé en SNIEF, hein, et donc on protège. Et à partir de là, on a introduit une gestion mixte. Hein, parce qu'il fallait continuer à couper les pelouses pour que les ados puissent jouer au foot, que les mères puissent promener leur landau ou leur poussette. Mais il fallait aussi que, autour du crapaud calamite, il n'y avait pas que des crapauds calamites. Et donc, on a fait à la fois une gestion écologique et une gestion paysager, enfin à la jardin, bon. Et à partir de là, alors j'en viens, parce que il me semble que si on est d'accord qu'il n'y aura pas de forêt urbaine au sens où il n'y a plus de forêt primaire, hein, mais un petit bout en Pologne, mais il n'y aura pas ça. Donc il faut effectivement des formes de compromis. Et pour ça, il faut illustrer un peu, illustrer et éclairer les désirs, hein. Et avec cette histoire du parc de la Courneuve, je voudrais suggérer qu'un désir de nature, on voulait répondre au désir de nature des classes populaires, hein, je mets des guillemets. Bon, c'était un jardin.
Hein, ce n'était pas forcément du sauvage. Donc, et que comment si on se rend compte que tout désir de sauvage n'est pas un désir de forêt, et qu'il y a des désirs de sauvage qui ne sont pas des désirs de nature, puisque vous parliez de saut, hein, je me souviens d'un colloque il y a bien une quinzaine ou une vingtaine d'années, ouvert par celui qui était alors le maire de Sceaux, hein, et qui racontait ses malheurs. C'était pas encore clivé politiquement l'histoire de ne pas désherber les trottoirs et les choses comme ça. Et il racontait comment la population de Sceaux était absolument opposée à ce qu'on laisse des herbes. Hein. Après, ça s'est politisé dans les dernières municipales. Donc je crois qu'il y a ça, il faut des compromis, et pour ça, il faut des discussions. Voilà. Je crois que la question de la démocratie, c'est la question de la délibération. Donc si on se trouve devant des désirs qui ne sont pas immédiatement conciliables, eh bien, il faut en discuter. Merci Catherine. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Catherine. Sinon, on peut vous passer la parole. Non ? Allez-y alors. Oui. Voilà. Oui, Pauline, vas-y. Oui, on va vous donner un micro. Et je propose qu'on prenne 2 questions et ensuite qu'on réponde. Moi, je voudrais parler de la préservation des parcs privés dans Paris. Les parcs privés dans lesquels il y a des arbres, c'est très important puisque les arbres absorbent le CO2, ce qui permet de lutter contre le réchauffement et de diminuer le réchauffement climatique dans la ville de Paris. Et on le sent, c'est particulièrement d'actualité. J'habite le 14e. Dans le 14e, il y a 2 parcs privés. Il y a un parc qui est le parc de l'ancien couvent de religieuses qui a été vendu à un promoteur immobilier, Inly, qui a commencé à couper des arbres centenaires et dont le projet de permis de construire est de construire des petites tours et de bétonner, de raser le cloître. Il avait même comme projet de raser l'église et de construire des logements. C'est ce promoteur qui s'appelle Inly. Et l'autre parc, c'est le parc de l'ancien hôpital de l'AP-HP La Rochefoucauld, dans lequel il y a aussi des arbres. Le parc de l'hôpital, l'AP-HP a vendu son hôpital et son parc à un promoteur immobilier qui s'appelle Giboire, qui est un promoteur de logements de luxe, qui a comme projet de bétonner et de construire des petites tours et des logements de luxe, donc en rasant des arbres. D'ailleurs, dans le parc du couvent Reille, des arbres centenaires ont déjà été coupés. Donc c'est important de faire que les permis de construire ne soient pas acceptés, les permis de construire de ces promoteurs immobiliers. Mais il faut savoir que ces promoteurs immobiliers subventionnent les campagnes électorales des élus, que ces promoteurs immobiliers disent on va construire des logements, donc ça va augmenter la taxe d'habitation versée en impôts à la mairie. Et donc c'est extrêmement compliqué de lutter pour que ces permis de construire soient refusés. Et donc il y a des associations qui se sont faites dans le 14e. Luttons contre pour préserver le parc de l'ancien hôpital La Rochefoucauld et préservons l'espace Reille. Mais c'est très important. Construire des logements dans Paris, on n'en a pas besoin. Il y a 20% des logements dans Paris qui sont inoccupés. La population de Paris ne cesse de diminuer. Et avec le travail à domicile, il y a plein d'entreprises qui revendent une partie de ou qui louent une partie de leurs locaux en habitation. On va vous répondre. Voilà. On va juste prendre, merci beaucoup. On va juste prendre une deuxième intervention. Et effectivement, ça peut être aussi sous l'angle du témoignage. Mais pas trop long, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on ait le temps de vous répondre correctement. Donc je serai bref. Alors je suis très irrité par les expressions de micro ou de mini-forêts urbaines, alors que la langue française comporte quand même d'autres types de termes pour exprimer la petitesse et la proximité, qu'il s'agisse effectivement de petits bois, de bosquets, d'espaces verts, de proximité, de petits parcs. Est-ce que effectivement l'utilisation du mot forêt pour désigner ce type d'espace n'est pas de l'abus de communication?
Oui, moi j'avais envie de répondre au premier intervenant en disant vous avez tout à fait raison de rappeler ça. J'ai dit la démocratie c'est la délibération, mais c'est la lutte aussi. Hein. Et que si on veut faire primer l'intérêt commun, eh bien ça suppose des mobilisations et de faire en sorte que l'intérêt du plus grand nombre soit satisfait. J'étais samedi à un festival à Montreuil, au Mur à Pêche, qui est un endroit au centre de Montreuil, qui était aussi promis à un lotissement. Et il y a une mobilisation des gens de Montreuil qui en a fait. Et c'est peut-être un élément aussi de distinction qui en a fait non pas un parc public, mais disons une série de jardins partagés. Et de ce point de vue-là, Pauline parlait de gestion ou de forme d'utilisation du sol. Je crois qu'il y a une très grande différence entre le public et le commun. Et je pense que l'enjeu, c'est pas forcément de construire des parcs publics, mais de faire des espaces communs. Oui, bien sûr. C'est le motif premier. Oui, aller dans le même sens, mais rappeler aussi qu'on est, pour reprendre une expression maintenant bien connue, dans l'ère de la ville franchisée. Donc la puissance publique délègue à un certain nombre d'opérateurs privés le soin de faire de la ville. Alors il ne s'agit pas de porter, voilà, c'est posé. Ça a été analysé. Et du coup, il y a un vrai effort de vigilance à faire sur le sujet. Je me souviens que nous avions à la Villa Le Nôtre, qui est donc le lieu d'accueil de pratiques paysagistes en résidence de l'école du paysage, retenu un projet, il y a 10 ans maintenant, sur la question précisément des jardins parisiens. Des petits jardins parisiens, en disant des petits parcs, mais avec de tout. Enfin, ça allait depuis la cour intérieure de l'îlot jusqu'au parc, effectivement, des communautés religieuses ou des anciennes communautés religieuses qu'on trouve dans Paris. Et pour essayer de faire prendre conscience qu'il y avait un patrimoine considérable et que par rapport aux politiques publiques qui se mettaient en place à l'époque de Trame verte et bleue, c'était un élément à prendre en considération. Et du coup, la prise en considération, elle passe par des accords. Hein. Les accords, c'est la délibération et puis c'est les chartes. Voilà. Et il faut aller jusqu'à... si on fait des chartes urbaines de l'arbre, c'est à la fois programmatique pour les collectivités, mais c'est aussi un outil de dialogue avec l'ensemble des parties prenantes pour essayer aussi de donner des prescriptions, et notamment aux opérateurs immobiliers, par rapport à ces sujets. Alors, j'aimerais apporter un élément qui permet de répondre aux deux questions en même temps. Les agglomérations aujourd'hui parlent en termes de plans canopés, donc mettent en place leur plan canopé qui consiste à mesurer et à accroître la surface des houppiers de la strate arborée d'une ville. Et je trouve que c'est une donnée qui est intéressante puisqu'on ne va plus être à compter le nombre d'arbres plantés, ce qui conduit, pour afficher un grand nombre d'arbres plantés, à installer ces micro-forêts qui permettent, sur un tout petit espace, d'afficher un très grand nombre d'arbres plantés et qui permettent aussi d'inclure dans la réflexion les espaces publics, mais aussi les espaces privés, comme ces grands parcs dont vous parlez. Et donc, la plupart des grandes agglomérations aujourd'hui visent quand même à augmenter leur canopée, hein, donc elles mettent en place des plans canopés pour faire face, effectivement, pour rendre les villes habitables face à ce réchauffement climatique. Voilà. Oui, peut-être un mot pour répondre à monsieur. Votre irritation, moi je la comprends bien parce que ça a pu être mon premier mouvement quand on a parlé de ces micro-forêts qui, comme je l'ai un peu dit dans la définition, qu'elle soit celle des scientifiques ou celle des visiteurs, fait appel à une notion de surface minimum, évidemment, pour nommer une forêt. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ce premier mouvement d'agacement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il pose question et il
il raconte quelque chose. Il raconte quelque chose de ce désir de nature en ce moment, ce grand mouvement de la société quand même que l'on constate, qui est un désir plus ou moins bien exprimé de sauvage. Voilà. C'est un mouvement de fond que l'on constate et qui est relayé par des artistes. Il y a des artistes qui aujourd'hui engagent leur processus de création en co-signature avec la nature. On a parlé de Gilles Clément qui fait une place à la dynamique naturelle dans ses conceptions de jardin. Ce mouvement-là se traduit à tout niveau de la société et donc aussi forcément au niveau des élus qui prennent les décisions de réaliser ces forêts urbaines, ces micro-forêts. Donc tout ça converge vers tout simplement le désir de nature aujourd'hui, de sauvage, qui est très fortement ancré dans la société d'aujourd'hui. Je rappellerai tout simplement que voilà, la fréquentation de la forêt de Fontainebleau est passée de 11 millions à 15 millions en un an après le Covid, parce que voilà, la forêt, aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, représente la forme la plus aboutie du sauvage, voilà, en tout cas dans les formes de nature que l'on a autour de soi. Donc il n'est pas étonnant que ce désir de sauvage s'exprime dans des formes très caricaturales et s'il y a de la communication, ce n'est que l'écume des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est d'interroger le fond des choses et donc l'expression dans des formes parfois évidemment excessives de ce désir du sauvage. Je vais vous passer la parole, mais je voudrais moi-même dire une petite chose à propos des arbres et du fait qu'on peut abattre aujourd'hui des arbres centenaires sans qu'il n'y ait aucune finalement limite juridique. On a vu qu'on a changé le statut de l'animal dans le Code civil. On a vu en France, il y a un statut d'arbre remarquable. Et au fond, si l'arbre n'est pas classé, on peut l'abattre, même s'il est centenaire et si, comme vous venez de le dire, il rend des services au fond à la société. Donc moi, je ne vais pas prendre un point de vue étroitement juridique, mais en tout cas, je pense qu'il y aurait certainement, au-delà des luttes démocratiques, il y a aussi certainement un enjeu juridique à faire reconnaître, au-delà aussi des canopées et autres chartes, à faire reconnaître dans le droit, qui est une manière de rendre les choses opposables, un statut aux arbres, lorsque, au fond, les services qu'ils rendent, ou que sais-je, il y a un enjeu autour de nature remarquable, nature ordinaire. Et je pense que ça nécessiterait certainement un travail juridique qui pourrait plus ou moins se calquer sur ce qui a été fait sur l'animal, même si c'est très différent. Mais en tout cas, ça a apporté quelque chose en termes d'évolution culturelle, le changement de définition juridique des droits de l'animal dans le Code civil. Donc faisons cela pour les arbres, ça me semblerait un élément assez intéressant. Voilà, pardon, vous vouliez intervenir. Oui, bonjour. Je m'appelle Roland Fichet, je suis auteur dramatique. Je viens de Saint-Brieuc, là, je suis venu pour vous écouter. Et à Saint-Brieuc, on a beaucoup d'espaces disponibles pour les arbres. Je dis ça par rapport à la question de l'espace tout à l'heure, puisqu'il y a une vallée qui traverse la ville. Et en plus, la ville a appartenu à l'église pour un tiers de la ville au moins. Donc, il y a plein de domaines comme ça qui sont des domaines des congrégations. Et donc, j'ai essayé de convaincre la municipalité, la précédente, et puis bon, je vais continuer avec celle-là, d'imaginer que ces arbres, qui sont déjà très nombreux, que cette vallée, qui n'est pas tellement fréquentée, en plus qui aboutit au port, donc c'est une ville, forêt, les pieds dans l'eau, puisse véritablement comme ça être pensée comme ça, quoi. Comme un endroit où on pourrait laisser pousser tout ça. Alors, j'ai mobilisé des écrivains et j'ai créé la Bibliothèque des Futurs. C'est-à-dire que j'ai considéré que la forêt, c'était la bibliothèque des futurs. Et qu'à partir de la forêt, on pourrait réimaginer toutes nos formes de vie dans une ville. Voilà. Donc, je vous soumets cette hypothèse. Étant entendu, évidemment, que j'ai parlé de ville-forêt parce que ce n'est pas simplement des espaces qui sont des espaces verts ou végétalisés, quoi. C'est beaucoup plus que ça. C'est laisser
Alors, une des écrivaines qui a participé à la Bibliothèque des Futurs, qui s'appelle Lucie Tayeb, elle a proposé effectivement qu'on laisse tout pousser. Alors, quand j'ai fait une assemblée où j'ai réussi à amener la municipalité, on était 120, et le maire pour dire « laissons tout pousser à Saint-Brieuc puisque c'est possible. La vallée est déjà là, il y a partout des arbres, etc. » Le maire m'a dit oui, bon, ça va être difficile. Et effectivement, il y a un problème psychologique. Je le vois en discutant avec les gens dans la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de sauvage, ce n'est pas un problème mais de représentation. C'est-à-dire pour ça que dans la Bibliothèque des Futurs, j'ai essayé de faire écrire un certain nombre de gens sur cette ville en 2060 ou cette ville en 2100, qui serait devenue une ville-forêt, pour qu'on dépasse le problème de représentation, le problème imaginaire, quoi. C'est-à-dire voilà, comment ça pourrait fonctionner, comment ça pourrait être. Je pense qu'il faut passer par l'imagination, il faut passer par la fiction, il faut passer par du désir, comme ça, très large. Et je finirai juste en disant que je suis moi-même né tout près d'une forêt, je suis né près de la forêt qu'on appelle Brocéliande, et que tout ce pays-là était du bocage, je suis morbihanais, et qu'à l'époque, tout ça, c'était de la forêt. Et donc, il y a la campagne aussi, à qui on a enlevé toute la forêt. C'est parce qu'on parle que de la ville, mais il faudrait revenir quand même au fait qu'avec le remembrement, on a complètement démoli tout ce qui est le bocage. Le bocage, c'était de la forêt. Les premiers techniciens agricoles, quand ils sont arrivés, ils disaient « Mais où on est ici? On est dans une forêt. » Bon, je m'arrête là. Bonjour, donc, moi je suis Sonia Gaugin, je travaille à la direction du développement durable de Suez. Alors en fait, moi j'ai une question, quand on parle de forêt urbaine, est-ce qu'on parle nécessairement d'arbres? Parce qu'effectivement, moi je travaille dans les parties urbaines et je vois que c'est des milieux qui sont extrêmement contraints pour des raisons foncières, mais même le sous-sol. Et finalement, est-ce que la forêt urbaine ne pourrait pas prendre une forme un peu différente? Bon, je pense par exemple à des forêts de graminées, forêts de bambou, qui sont des structures qui montent en altitude, qui peuvent permettre d'apporter de l'ombrage et qui seront moins contraints au niveau du sous-sol, ou des ombrières où finalement on pourrait faire pousser des lianes, où ces plantes pourraient venir finalement apporter ce que peuvent apporter des arbres d'une manière un peu différente et s'adapter un peu plus aux contraintes de la ville. Je ne sais pas si c'est des réflexions, si effectivement ça serait complémentaire à l'arbre, mais peut-être que ça peut être aussi une forme de solution dans le contexte dans lequel on est. Oui, je voudrais répondre au premier intervenant pour relancer la discussion. Je crois que vous avez dit quelque chose de très juste en mettant la forêt du côté de l'avenir. Parce qu'on a un peu trop tendance à penser que la nature, et donc ce qu'il y a par excellence de naturel, moi j'aurais voulu qu'on remette ça en question, mais bon, qui est la forêt, c'est derrière nous. Hein. Donc de ce point de vue-là, je pense que se projeter dans un avenir avec la forêt, c'est extrêmement important. Je dirais simplement qu'à ce moment-là, bon, vous avez parlé de représentation et d'imaginaire, il ne faut pas justement de se projeter dans un avenir du passé, qui est juste la reproduction du passé, où justement la forêt, c'est ce qui est primitif. Bon. Et voir l'avenir, il a été question plusieurs fois de Gilles Clément. Je rappellerai quand même deux choses. Se séparer d'une image de la nature qui ne peut être qu'une image passée. C'est renoncer à l'idée qu'il n'y a de nature que séparée d'avec l'homme. Et je rappellerai moi, une remarque de Gilles Clément que j'ai toujours trouvée, je crois qu'il parlait du parc Citroën qu'il avait fait à Javel, en disant que la preuve que ces jardins où il laissait la nature spontanément se développer, c'était bien, c'est qu'ils n'avaient jamais été vandalisés. Donc le problème, c'est pas d'empêcher les gens de venir, c'est de voir comment ils se retrouvent dans là où ils sont. Et je rappellerai aussi que Gilles Clément, le tiers paysage, c'est l'idée que on va justement pas laisser la forêt. Hein. Ses interventions, c'est d'empêcher un devenir forestier complet. Et que là-dessus, il y a quand même un consensus en France sur ne pas laisser un sauvage dont on ne veut pas, qui serait le boisement. Hein. Et que ce à quoi il était fait allusion au bocage, etc., il y a toute une habitude
anciennes et qu'on peut maintenir, de vivre avec la nature. Bon, le bocage, c'est à la fois du paysage et en même temps, c'est très spontané. Oui, sur la question de modèles alternatifs, si j'ai bien compris, à la forêt telle qu'on la voit dans des formes de forêt urbaine. Pourquoi c'est ce modèle de forêt, j'allais dire française, qui est aujourd'hui transposé en ville? Parce que c'est sans doute l'assemblage le plus complexe. C'est un espace de vie en commun maximum, du maximum d'espèces végétales et animales. Et ce désir que j'évoquais, ce désir du sauvage, évidemment, il pousse à accueillir le maximum d'espèces végétales et animales sur les surfaces concernées. Si l'on opposait à ces modèles de forêt française très diversifiés, je parle pas évidemment de la forêt des Landes, encore qu'elle présente aussi une certaine diversité. Mais si on opposait à cela un modèle que vous évoquez, vous avez cité la forêt de bambou, eh bien, à l'inverse, ce serait un modèle, pour le coup, très monospécifique, puisque le bambou est une forme végétale quasi exclusive de toute autre vie végétale. Pas animale, mais vie végétale. Donc on ne répondrait pas à ce désir de diversité végétale, voire animale, en proposant des modèles alternatifs comme la forêt de bambou. Oui, moi je voulais rebondir sur Saint-Brieuc, parce que j'ai été aussi interpellé par un mot que vous avez utilisé pour dire nous avons fait venir le maire. Et je pense que ça fait écho chez moi avec l'idée qu'il y a une autre manière de faire de la ville, c'est de s'y promener. Et beaucoup de paysagistes ou d'urbanisme utilisent la promenade urbaine pour amener et pour déplacer et pour créer de nouveaux consensus. Et du coup, se promener en forêt, c'est quand même quelque chose qui est un peu tout à fait fondamental, hein, qui renvoie au plaisir même d'être en forêt. Je rappelle que Eva Ligando, quand elle fait son analyse récente là, sur la manière dont les habitants vivent leur forêt en zone urbaine, donc c'est Andernos, c'est le bassin d'Arcachon, donc on est à la limite entre la mer ou le bassin et la forêt, c'est de dire mais les gens y vont pour respirer, les gens y vont pour retrouver un refuge, les gens vont pour y être enveloppés. Et donc toutes ces dimensions-là, c'est des dimensions qui sont structurantes et qui peuvent être mobilisées dans le cadre de projets urbains. Et, bien sûr. Oui, effectivement, par rapport à cette l'idée de, par la littérature, créer un nouvel imaginaire de ville-forêt. Ça rejoint complètement le prix du roman d'écologie dont parlait Lucille tout à l'heure, et où la littérature permet de sortir d'une dimension, d'une approche uniquement scientifique, et permet de lier les deux, à la fois l'imaginaire, les désirs qu'on projette et ces données scientifiques. Et l'un des lauréats, Vincent Villeminot, Nous sommes l'étincelle, imaginait dans un futur pas si lointain une jeune génération qui rebelle, qui en lutte contre la génération antérieure et qui s'installait dans des forêts, donc une vie en forêt. Alors c'est pas la forêt qui venait dans la ville, mais imaginait donc vivre dans des forêts devenues ensauvagées. Et Lucie Taïeb fait partie aussi d'autrices que l'on lit quand on sélectionne aussi chaque année les romans pour le prix du roman d'écologie. Lucie Taïeb a écrit notamment sur un parc qui a été créé à Staten Island, mais qui est un parc qui a été créé pour recouvrir une décharge. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle écrit sur l'idée qu'on ne construit pas un artifice naturel en oubliant ce qui s'est passé auparavant. C'est vraiment quelque chose d'assez... Enfin, Lucie Taïeb est une autrice que je recommande vraiment. Elle est incroyable parce qu'elle est aussi autrice du paysage, d'une certaine façon.
Formidable, cette bibliothèque des futurs, vous nous en donnerez les références. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Bonjour, Philippe Thievenaz. Merci beaucoup pour votre éclairage passionnant. Je voulais savoir si on peut relier votre conversation à trois penseurs. Donc d'une part, Olivier Hamon avec la robustesse. D'autre part, évidemment, le concept d'habitabilité porté par Baptiste Morisot et Laurent Néret qui essaie de faire en sorte que l'habitabilité soit un grand sujet à mettre quasiment dans la Constitution. Et donc, Baptiste Morisot est bien connu, et Laurent Néret est prof à Sciences Po, et il est aussi juriste, hein, c'est ça. Et voilà, il y a comment dirais-je, un tract Gallimard sur liberté, dignité, habitabilité, que je vous recommande. Enfin, voilà. Il y a aussi une émission sur la Terre au carré de la semaine dernière qui parle d'habitabilité. Et puis pour finir, d'Escola, la question sur l'existence de la nature. Parce que d'après lui, la nature est une invention pour mieux exploiter les ressources. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais voilà, enfin bon, c'était trois éclairages différents avec des intellectuels qui peuvent compléter votre travail. Merci. Je voudrais... Ouais. Oui, alors en rebondissant juste, l'habitabilité est un sujet sur lequel on travaille en ce moment à la Fabrique de la Cité. J'ai quelques bouquins dans mon sac, justement. Et c'est une question, je pense, qui remet au cœur du sujet le débat démocratique. Et mes questions posaient justement les questions de... les enjeux des hypothèses de départ de ce débat démocratique, des enjeux culturels partagés. Est-ce que quand on est la troisième génération de citadins, ce qui est mon cas, citadins, enfants de citadins, petits-enfants de citadins, est-ce qu'on a la culture suffisante pour entamer un débat démocratique apaisé sur ce sujet? La deuxième question est l'apaisement de ce débat démocratique est-il pas menacé par le sentiment d'urgence qui est à la fois projeté dans un débat politique dans lequel on voit la forêt urbaine comme un remède assez systématiquement. Je pense que le tour des programmes de campagne municipales et des articles de presse y afférents montrent quand même qu'à chaque fois on postule que la forêt urbaine, quelle que soit sa forme, petite, grosse, Miyawaki ou autre, est un remède au réchauffement climatique, et par ailleurs qu'elle-même est malade. Ça aussi, c'est beaucoup colporté par les médias, celle de Rambouillet par exemple, et que les essences qui sont celles des forêts urbaines auxquelles on a l'habitude de se référer, finalement, sont menacées. Donc est-ce que justement on n'est pas un peu hystérisé dans ce débat démocratique par ça? Et puis la dernière question, c'était celle de finalement à quels endroits on est en mesure de négocier ou de tenir ce débat démocratique. Ce matin, on le tient entre experts, un débat qui n'est pas démocratique, qui est un débat d'idées, qui vise à justement peut-être augmenter nos éléments dans la préparation d'un débat démocratique, mais finalement, où se tient-il aujourd'hui? Dans quelles enceintes, par qui et avec qui? Voilà, c'était mes trois questions. Bon, d'abord, je vais un peu préciser sur Descola. en citant... Il est pas... Non, oui. En le citant, hein, c'était une série de tables rondes qui avait été organisée par des architectes sur... la question de la nature aujourd'hui. Et Philippe Descola était intervenu dans une de ces tables rondes et il avait dit habiter, c'est partager un espace avec d'autres vivants. Donc, alors, il s'est bien gardé de parler de nature, mais ce qui me paraît important, justement, par rapport à l'habitabilité de Baptiste Morisot et de Laurent Néret, c'est que ne pas se donner comme objectif la production, ce qui est un objectif purement humain,
Mais l'habitabilité, c'est tenir compte de ce que nous ne sommes pas les seuls vivants. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est très important. Je rappellerai, on a beaucoup parlé de la diversité, de la biodiversité végétale, mais les forêts, c'est aussi des animaux. Hein. C'est une biodiversité animale et pas seulement végétale. Donc, accueillir la forêt dans sa ville, c'est aussi accueillir des animaux. Je rappelle qu'à Rio, où le jardin botanique est un véritable parc, les gens qui habitent autour du jardin botanique, les singes qui sont dans le jardin botanique, ils rentrent chez eux. Donc c'est aussi accepter ça. Et alors sur la question que vous posez, je crois qu'elle est très intéressante parce qu'elle se heurte à quelque chose. Lucile parlerait peut-être de résistance, qui me paraît une résistance à l'introduction du débat démocratique et au développement du débat démocratique sur tout ce qui touche à la nature, donc à la forêt. C'est toujours l'idée que les gens ordinaires, hein, et moi je m'y mettrais volontiers, n'ont pas la compétence pour discuter de ces questions. Hein. C'est ce que vous avez évoqué en 2 fois, en disant qu'ils n'ont pas la compétence culturelle parce que les urbains n'ont pas une culture de la nature et ils n'ont pas la compétence scientifique parce que c'est une affaire d'élite. Or, je crois que le postulat, l'hypothèse, comme le disent Sandra Logier et Albert Augien, l'hypothèse fondamentale de la démocratie, c'est que le citoyen a la compétence pour prendre des décisions. Si on ne prend pas ça en compte, on s'éloigne à toute vitesse de la démocratie. Or, je crois, je le dis, vous pouvez être en désaccord, mais je crois que le grand danger qui menace les questions écologiques, c'est justement de les mettre hors du débat démocratique en disant que c'est trop scientifique. Alors, sur la culture de la ville, sur la culture urbaine, qui ne serait pas une culture naturelle, elle est là sans qu'on le sache. Hein. Il y a déjà une vingtaine d'années, on s'est mis à parler de biodiversité urbaine, et je crois que c'était peut-être vous en introduisant, ou celle qui était avec vous, qui a dit, vous arrêtez de rouler sur une route, il pousse de l'herbe. Hein. Pourquoi est-ce que la culture de la nature serait une culture du sauvage dont l'homme est séparé? C'est là que moi je soutiens toujours Descola. Si la nature c'est ça, il faut vraiment prendre ses distances avec l'idée de nature et introduire une idée de nature dont nous faisons partie. Ce qui, dans d'autres sociétés que la nôtre, ne s'appelle pas nature. Moi, je veux bien revenir sur cette notion de robustesse. Effectivement, on la rejoint complètement dans certains propos tenus par des forestiers sur l'avenir des forêts. Comment augmenter leur robustesse, qui consisterait à la fois à augmenter leur résistance, à savoir, pour augmenter leur résistance, ça passe par augmenter ce microclimat qui est généré dans une forêt complexe. On a parlé de complexité de vrais systèmes forestiers, pluristrates, pluriage aussi, et non pas ces plantations monospécifiques toutes du même âge, qui n'ont pas ce même microclimat, qui assure aussi une forme de résistance des forêts. Donc ça, c'est un premier plan, cette question de la résistance, et ensuite donc cette capacité qu'ont les forêts à résister face à un aléa climatique, et ensuite cette résilience, comment l'augmenter, et c'est-à-dire comment faire en sorte que les forêts puissent revenir à un état de stabilité après un élément de perturbation. Et donc ces deux éléments ensemble sont réfléchis, augmenter la résistance, augmenter la résilience pour accroître la robustesse des forêts. Et on se rend compte que ça passe nécessairement par le fait d'envisager des forêts multifonctionnelles dans lesquelles il y a une approche écologique qui aujourd'hui est beaucoup oubliée en fait. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui date de 2020 ou 2022
qui revient sur la gestion forestière pour la filière bois en France, la forêt étant le premier puits de carbone en France, mais sans qu'il y ait de politique forestière vraiment affichée à l'échelle de la France, à l'échelle des forêts publiques, mais aussi privées. Et on se rend compte que toutes les subventions aujourd'hui accordées à la replantation forestière vont pour des projets de filière bois, donc sur des plantations monospécifiques qui ne font pas vraiment forêt, sur des courts termes en plus, pour des productions qui ne sont pas forcément des productions qui permettent de stocker du carbone, comme quand on produit du bois d'œuvre. Et donc, ce qui est oublié, le grand oublié dans ces subventions, c'est la dimension écologique. Comment aujourd'hui favoriser l'écologie. Et donc la Cour des comptes, son premier constat, sa première recommandation, c'était que l'État augmente ses subventions par rapport à ces replantations et qu'elle associe une dimension écologique actuellement oubliée. Voilà. Oui. Pour prendre la suite de Pauline sur l'état des forêts qui était dans votre question, évidemment, les forêts françaises aujourd'hui vont très mal, et elles vont très mal au moment où on attend d'elles qu'elles remplissent le maximum de services au profit des humains que nous sommes. Donc ça complique évidemment le sujet du compromis à trouver, le sujet de la gestion forestière tout simplement. Pauline le disait, les scolites tuent les épicéas, la calarose tue les frênes, l'encre tue les châtaigniers, le climat tue les hêtres et les pins sylvestres. Bon, voilà, quelle forêt, ça pose la question de quelle forêt va-t-il rester grand sujet des gestionnaires forestiers aujourd'hui. Je voudrais revenir sur le sujet, autre question dans votre intervention multiple, le débat démocratique versus la connaissance. Sur un sujet où s'exprime autant de désirs, pour l'avoir évidemment expérimenté dans les ateliers que l'on construisait à l'Office national des forêts, évidemment pour définir la gestion future d'une forêt avec toutes les parties prenantes, et y compris des citoyens, la difficulté pour l'échange, pour l'écoute, c'était de sortir du champ de l'émotion. Voilà. Et donc forcément, quand il y a du désir, il y a de l'émotion. Et on s'est aperçu qu'on ne pouvait sortir du champ de l'émotion qui ne permet pas d'aboutir au compromis. On ne pouvait en sortir que par la connaissance. Voilà. Et j'ai en tête l'expérience d'un atelier où ça démarrait très mal, où personne ne s'écoutait, où tout le monde s'invectivait, et qui, grâce à un médiateur, a permis que chacun exprime sa connaissance dans une écoute parfaite des autres, sa connaissance de la forêt, pour qu'à la fin, on aboutisse évidemment à un vrai dialogue fondé sur l'accueil de tous les savoirs et l'accueil de tous les points de vue, y compris des autres, pour construire ce fameux compromis que l'on cherchait. Et donc, la connaissance, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que la priorité, c'est l'éducation. Et aujourd'hui, je permet de le dire, je pense que c'est l'impensé du sujet de ce grand mouvement de la société vers une prise en compte plus grande du vivant. L'impensé, ce qui n'accompagne pas suffisamment ce grand mouvement, c'est l'éducation. L'éducation à la nature. Vous êtes citadine, vous le disiez, depuis 3 générations. Malheureusement, depuis 3 générations, on n'a pas suffisamment accompagné l'évolution de cette société urbaine en lui donnant la connaissance suffisante pour exprimer de manière légitime son désir de nature. Vincent ? Je pensais que tu allais évoquer Chantilly, parce que c'est un cas de co-construction des savoirs et d'association citoyenne à la construction des savoirs sur la transformation d'une forêt qui est soumise à des dépérissements. Alors je ne sais pas si c'est comme il y a du châtaignier et de l'encre, mais enfin bon, bref, il y a un appauvrissement général de l'écosystème, et c'est un dispositif, à mon avis, qui participe de cette co-construction, à la fois de la décision, mais de la décision par les savoirs.
Merci. Moi, je vais juste dire un petit mot de conclusion pour rebondir sur ce que disait Céline sur la question démocratique, parce que je pense qu'on a aussi envisagé comment le paysage démocratique doit être modifié, c'est-à-dire qu'il a été question des promoteurs, du comportement des agents économiques. On voit bien que prendre en considération les arbres et la forêt dans la démocratie, c'est aussi modifier le comportement des agents économiques. Je rappelle que lorsqu'il s'agit d'inscrire la préservation de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique dans la Constitution, très régulièrement, on lui oppose la liberté de commerce. Donc on est dans une situation où il faut articuler économie et écologie pour prendre en considération ces enjeux du vivant. Sinon, on se réveillera quand il n'y aura plus d'arbres centenaires à Paris et effectivement, on plantera quelques arbrisseaux. Je pense que la question aussi qui a été dite du comportement des élus, ça dépend sur qui on tombe en fait. On a fait avec la Fabrique de la Cité des promenades urbaines où on a découvert la nature en ville avec des élus extrêmement motivés, d'autres le sont moins. J'ai plusieurs exemples à Paris, hormis le 14e, d'arbres qui ont pu être abattus pour construire des logements sociaux ou des pistes cyclables. Donc on voit bien que cette question des enjeux écologiques, lorsqu'il s'agit d'introduire dans la ville le respect de la biodiversité, c'est un sujet qui reste en termes opérationnels un sujet sur lequel on n'a pas de mode d'emploi. Un écologue, Lucas Badi, qu'on a reçu déjà à la Fabrique de la Cité, à la Fabrique écologique, nous rappelait que lorsqu'on plante des arbres dans Paris, on plante des alignements de tilleuls tous clonés. Donc le principe de biodiversité qui est considéré comme entrée dans les mœurs n'est pas entré dans les mœurs des politiques publiques. Donc vous voyez que devant nous, on a encore beaucoup de choses à faire. Et l'enjeu de l'éducation est important, mais à mon avis, il y a aussi l'enjeu de regarder tout simplement ce qui existe. Et là, il s'agit de principes assez simples qui ne relèvent pas en fait d'un programme annuel. C'est aussi la façon dont on veut modifier ses habitudes. Je voudrais insister là-dessus et insister sur le fait qu'on est un grand pays d'associations de sciences participatives, France Nature Environnement, la Ligue de protection des oiseaux, qui aujourd'hui ont de plus en plus de bénévoles. Comment est-ce que chacun fait le lien entre ce bénévolat qu'il peut faire à la LPE ou à France Nature Environnement et son milieu professionnel? C'est aussi un enjeu sur lequel il a été question de bretelles d'autoroutes abandonnées à la Fabrique de la Cité, au sein de Léonard. Vous voyez, ici aussi, les choses changent. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir été là, toutes et tous.